remercie pour l'invitation. J'en profite pour parler d'une maladie digestive qui est très fortement liée au tabac, qui l'affecte sur tous les plans, soit donc sur plan pronostic, évolution, traitement, réponse au traitement, et bien sûr également sur la qualité de vie. C'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin dont le sevrage constitue un pilier essentiel de sa prise en charge. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou liquide, comme leur nom l'indique, c'est des affections chroniques hétérogènes qui sont définies par une inflammation qui touche le tube digestif, soit donc rectum colon en cas de RCH ou rectocolite hémorragique, soit tout le tube digestif de la bouche à l'anus en cas de maladie de Crohn. Ces deux maladies sont vraiment d'évolution très différentes, et là on va voir aussi pour le tabac ces deux affections différentes. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est des maladies certes c'est des maladies bénignes, mais c'est des affections très complexes dont le traitement est très difficile. On peut avoir recours à des thérapies et des traitements très lourds et très chers, à des chirurgies multiples et une affection très importante de la qualité de vie des malades. C'est des maladies chroniques, les malades sont sensibles, fragiles, c'est des malades qui sont souvent anxieux, déprimés. Vous pouvez imaginer un patient qui a des diarrhées chroniques à raison 5-10 selles par jour, douleur abdominale chronique, amaigrissement, c'est un malade qui est très fragile, dont l'abord n'est pas facile. Et donc, parmi ces facteurs étiologiques, on note bien sûr l'interaction de plusieurs facteurs génétiques, immunitaires, environnementaux, mais le tabac, il est un facteur modifiable majeur. Et dont le poids il est même supérieur à celui de la génétique. C'est le seul facteur qui a un effet direct sur l'évolution, l'incidence de la maladie et son évolution. On va voir ça en détail. Certes, il a des effets opposés entre soit Crohn ou RCH, mais donc il faut savoir c'est un facteur déclenchant, aggravant de la maladie de Crohn, et c'est un facteur potentiellement protecteur de maladie RCH. Pourquoi potentiellement? Parce que c'est pas décrit cet effet protecteur à long terme. À long terme, il y a d'autres choses à prendre en considération. Et les sociétés savantes étaient claires par rapport au sujet. Sevrage tabagique pour les deux types de maladies, soit maladie de Crohn ou RCH, le sevrage est recommandé et conseillé. Donc, comme on a déjà dit, le sevrage, ça paraît être facile, mais dans notre contexte, c'est pas facile. C'est un malade qui est donc difficile à aborder et nécessite bien sûr une collaboration, une approche multidisciplinaire, collaboration entre les spécialistes, addictologues, psychiatres. Ça, c'est la première grande méta-analyse publiée en 2006 qui a étudié l'association tabac et Niki, et qui a inclus plus de 72 000 patients répartis entre Crohn et RCH, et qui a conclu un effet, comme on a dit, un effet opposé selon les deux formes de la maladie, déclenchant et aggraveur de la maladie de Crohn et potentiellement protecteur, ou bien qui favorise soit un diagnostic ou une rechute à l'arrêt du tabac. Si on veut parler de la prévalence tabac, il n'y a pas assez d'études, mais dans cette grande cohorte suisse, la prévalence était estimée à 29%. Quand même, c'est un chiffre important, avec une prédominance sur la maladie de Crohn malheureusement, et une prédominance féminine. Ça pourrait être expliqué par le fait que les femmes peuvent ressentir davantage cet impact corporel, social de la maladie. Mais ce qui est étonnant dans cette étude, c'est que 90,5% des malades n'ont jamais reçu de soutien pour le sevrage tabagique, malgré son effet qui est prouvé par la littérature pour la maladie de Crohn, qui change complètement son évolution. Mais les médecins semblent être sensibilisés, mais j'espère que ce n'est pas le cas dans notre pays. Alors, pour expliquer cet effet paradoxal, déjà, il faut savoir qu'il y a deux mécanismes. L'effet direct du tabac qui induit un stress oxydatif et activation de la voie TH1, TH17 qui est prédomine en cas de maladie de Crohn.
Cette voie entraîne l'activation de cytokines pro-inflammatoires, augmentation de l'apoptose et bien sûr entraîne une inflammation digestive en associant avec d'autres facteurs qu'on a dit. Alors pourquoi on a l'activation de cette voie en cas de maladie de Crohn et l'activation d'une autre voie en cas de maladie de RCH qu'on va voir par la suite, c'est peut-être dû au profil épigénétique et d'autres facteurs qui interviennent qui laissent que dans la maladie de Crohn, la nicotine active cette voie qui est pro-inflammatoire et pas l'autre voie anti-inflammatoire. Il y a d'autres facteurs en plus de l'activation des cytokines pro-inflammatoires. Il y a d'autres effets de la nicotine qui altèrent la barrière intestinale, altèrent le microbiote intestinal, augmentent la perméabilité intestinale et ça explique cet effet donc pro-inflammatoire, cet effet nocif en cas de maladie de Crohn. Et qui se voit pas seulement en cas d'exposition au tabagisme actif, mais même en cas d'exposition au tabagisme passif. Dans cette étude qui a inclus 6 millions d'enfants exposés au tabagisme passif, en fait, le tabac passif a doublé le risque de survenue de maladie de Crohn. Alors, comme on a dit, cet effet, donc, il n'est pas déclenchant, il est potentiellement protecteur en cas de RCH. Pourquoi? Parce que dans cette fois-ci, la nicotine, elle joue elle agit en stimulant l'autre voie qui est la voie anti-inflammatoire cholinergique via les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Et cette voie, elle joue un rôle de modulation de la réponse immunitaire en induisant la production de cytokines inflammatoires et atténuant l'inflammation. Ce qui explique le fait que l'arrêt du tabac était associé dans plusieurs études, on le voit même dans notre pratique quotidienne, l'arrêt du tabac chez les patients RCH induit des poussées, voire des colites aiguës graves. Mais cet effet protecteur n'est pas garanti à long terme parce qu'il y a l'intervention d'autres facteurs, comme par exemple l'augmentation de risque de complications thromboemboliques qui se voit dans cette maladie, l'augmentation de risque de complications infectieuses liées à la nicotine et bien sûr la survenue d'autres affections, comme on va voir son risque oncogène, cardiovasculaire, ça affecte de manière indirectement le patient sur d'autres plans et bien sûr son effet bénéfique sur la RCH ne justifie pas son utilisation comme thérapeutique et la nicotine n'a pas été validée comme thérapeutique de la maladie de RCH parce qu'elle a un effet nocif qui dépasse ses bénéfices pour la RCH. Pour la maladie de Crohn, les études étaient claires. Il y a plusieurs études qui ont été publiées par rapport à son effet nocif. Le tabagisme augmente, est associé à l'augmentation des complications de la maladie, les fistules, les sténoses, associé à des rechutes plus fréquentes, à un recours plus important à la chirurgie, à des récidives post-chirurgicales précoces, à des résultats qui ne sont pas très satisfaisants de la chirurgie et une altération générale du pronostic de la maladie. Cet effet, généralement, il est dose dépendant, comme ce qui a été prouvé par cette étude. Qui a montré que la durée de tabac, c'est une étude en Arabie Saoudite récente en 2024 qui a prouvé qu'une durée de tabac supérieure à 10 ans était associée à des augmentations significatives des complications. Il n'y a pas que l'effet sur le pronostic d'évolution de traitement, il y a aussi l'effet sur le traitement. Le tabac est associé à une moindre réponse au traitement. Ça a été étudié par plusieurs études qui ont étudié soit les traitements légers, soit les traitements lourds, les anti-TNF, comme cette étude qui a étudié l'efficacité de l'infliximab adalimumab chez ces malades et qui a été significativement réduite avec des taux de rémission plus réduits chez le patient fumeur. Nous, pratiquement, un patient qui fume, qui continue à fumer, on discute carrément l'arrêt de traitement parce que c'est des traitements lourds, très chers et avec des effets secondaires à long terme s'il continue à fumer quand c'est on donne rien au patient. Il y a aussi la fréquence accrue d'effets indésirables sous anti-TNF chez les patients tabagiques, comme l'a été prouvé dans cette étude en 2023, notamment les effets cutanés, les effets articulaires des anti-TNF. Dans la grande cohorte française publiée en 2011, le tabac était aussi associé à une malobservance, maladhésion au traitement. Ça a été prouvé par d'autres études. Et il altère également l'efficacité autrement du traitement en altérant l'observance et l'adhésion au traitement, même les traitements anti-TNF.
Donc, cette étude a été menée en Pays-Bas et qui a étudié la qualité de vie des patients MICI, Crohn et RCH, en étudiant le score global de santé incluant 5 items, l'autonomie, la douleur, l'inconfort, la dépression, l'anxiété, les activités habituelles, et qui a prouvé, donc, sur une période de suivi de 1 an chez 3000 patients, comme on voit ici, les non-fumeurs et leur qualité de vie était significativement supérieure aux patients fumeurs, sachant que actuellement la qualité de vie est devenue un objectif thérapeutique. Et donc on cible actuellement dans les thérapies anti-TNF, on cible la qualité de vie comme objectif thérapeutique du traitement, parce que c'est des maladies chroniques, c'est des malades qui sont altérés, c'est un rendement professionnel qui s'altère, une qualité de vie qui s'altère à long terme. Alors après toutes ces études, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que plusieurs études ont abordé cette question qui est pertinente dans la prise en charge de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc ce qui est indiscutable, tabac augmente l'incidence de maladies de Crohn, ça aggrave son pronostic, ça altère le traitement, ça diminue l'efficacité de traitement, ça altère la qualité de vie. Tabac en cas de RCH, certes, ça réduit l'incidence et ça peut être associé à des formes moins sévères, mais à long terme, ça altère les patients, ça altère la réponse au traitement, ça altère la qualité de vie. Donc, les sociétés savantes étaient claires par rapport au sujet, sevrage tabagique dans les deux cas, maladie de Crohn ou RCH, mais à noter, surveillance étroite à l'arrêt, parce que le malade peut faire des petites récidives, des rechutes à l'arrêt du tabac, mais ça se contrôle par le traitement. Il faut savoir, le sevrage, comme on a dit, chez ces patients n'est pas évident. Les fumeurs atteints de MICI présentent un profil assez spécifique. C'est des patients généralement jeunes, moins observants, moins adhérents au traitement, très anxieux. Alors, de l'autre côté, le tabac il présente un rôle anxiolytique et compensateur. Rendant pour nous, de notre côté, la motivation moindre, surtout pour le maintien de l'arrêt. Et face donc à cette ambivalence, ça complique la tâche du sevrage et le maintien du sevrage tabagique, ce qui nous motive à réfléchir ensemble pour une stratégie multidisciplinaire pour obtenir et maintenir ce sevrage à long terme avec collaboration entre gastro-entérologues, médecins généralistes, psychiatres, infirmiers, addictologues. Bien sûr, les deux sociétés savantes, les grandes sociétés qui s'intéressent aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme on a dit, ils recommandent fortement le sevrage tabagique chez les patients chroniens parce que ça améliore fortement l'évolution, ça change complètement l'histoire naturelle de la maladie, ça réduit les complications, ils conseillent l'arrêt même en cas de RCH, vu les risques qu'on a déjà décrits avec une surveillance étroite, mais ils soulignent aussi l'importance d'un accompagnement personnalisé pour le sevrage tabagique chez les patients atteints de MICI en tenant compte des spécificités de chaque malade, chaque maladie et des besoins individuels de chaque patient. Comment obtenir ça? On a essayé de simplifier ça, on évalue la dépendance du patient d'abord, on évalue le type et la sévérité de la maladie, et on collabore entre nous, on communique, nous, gastro-entérologues, psychiatres, addictologues, pour obtenir une stratégie, comme on a dit, une stratégie personnalisée de prise en charge de la maladie. Bien sûr, avec les moyens qu'on a, ça va être, je pense, plus détaillé avec nos collègues psychiatres, soutien psychologique, traitement médicamenteux, thérapie de groupe, thérapie comportementale. Lorsqu'on a cette stratégie personnalisée, maintenant, la deuxième étape, c'est le suivi déjà régulier, clinique et biologique du malade, parce que même les patients chroniens, même si c'est un facteur aggravant, même chez les patients chroniens, on peut avoir une certaine rechute à l'arrêt du traitement. Il faut avoir une surveillance clinique et biologique étroite dans les premières semaines de l'arrêt. Et puis donc, on insistera sur l'étape next qui est le maintien du sevrage, qui implique surtout le gastro-entérologue qui voit le plus le malade au contrôle, qui doit à chaque consultation chercher ce qu'il y a une rechute ou bien une non-adhésion au sevrage et solliciter au besoin le psychiatre et l'addictologue, l'envoyer au besoin au psychiatre. Maintenant, on a arrêté le tabac. Est-ce qu'il y a un bénéfice? Oui, bien sûr, ça a été démontré par plusieurs études. J'ai publié cette étude, je crois que ancienne, mais parce
c'est la seule étude qui était 4 témoins, où il y avait un groupe contrôle de groupes fumeurs et un groupe qui ont arrêté de fumer. Les groupes de patients qui ont arrêté de fumer, bien sûr, on avait une diminution significative de l'index d'activité de la maladie et même une diminution de recours au traitement, soit corticoïdes ou immunosuppresseurs aux anti-TNF. Le suivi était sur 1 an, cette étude. Pour conclure, bien sûr, l'arrêt du tabac, il est de règle. Le sevrage, il est donc un chapitre très important de la prise en charge de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Elle fait partie intégrante du traitement du malade, mais il doit impérativement s'inscrire dans une prise en charge globale, multidisciplinaire, impliquant les psychiatres, les psychologues, les généralistes, tous les médecins dont le patient peut consulter pour maximiser les chances de réussite de ce sevrage et le maintenir à long terme. Merci.